Bonjour et bienvenue en Tête-à-Tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invité aujourd'hui est Yair Lapid, c'est le leader de l'opposition israélienne et il est avec nous depuis Tel Aviv. Merci beaucoup, Monsieur Lapid, d'être notre invité aujourd'hui. Merci Marc, merci de m'avoir invité. Les États-Unis et Israël sont donc en guerre avec l'Iran. Alors, je comprends que vous avez été informé par le Premier ministre Ben Netanyahou sur la situation. Vous avez de nombreux désaccords avec lui sur de nombreux sujets. Est-ce que vous soutenez pleinement sa décision et celle du président Trump d'entrer en guerre contre l'Iran ? Oui, en quelque sorte, c'est une première pour moi. Je pense avoir gagné le titre de plus grand rival de Netanyahou, mais pas sur ce sujet. Je pense qu'il s'agit d'une de ces choses très rares au XXIe siècle, une guerre juste. C'est un conflit dans lequel il n'y a aucune ambiguïté sur la différence entre le bien et le mal. Il s'agit pour nous de nous assurer que l'Iran ne devienne pas une puissance nucléaire, ni une puissance dotée de missiles balistiques, et qu'il ne soit plus capable de nous attaquer. Et en plus de cela, cela pourrait créer les conditions permettant au peuple iranien d'obtenir un changement de régime. Lors de vos échanges avec le Premier ministre, vous a-t-il dit qu'il s'agissait d'une guerre qui visait un changement de régime en Iran, car c'est essentiellement ce qu'il a déclaré au public et tout particulièrement au peuple iranien. Vraiment, cela dépend du peuple iranien lui-même. Il est très rare, voire ça n'arrive jamais, qu'un changement de régime soit survenu à la suite de frappes aériennes. C'est généralement le peuple lui-même qui décide. Les Iraniens sont descendus dans la rue en janvier dernier. Toute la communauté internationale a admiré leur courage et leur détermination. Peut-être que nous créons aujourd'hui les conditions qui leur permettront de changer leur régime. Nous verrons s'il existe un Mandela iranien, un Lech Walesa iranien ou un Gandhi iranien capable de provoquer ce changement. Ces jeunes qui sont sortis dans les rues en risquant leur vie ont toute notre admiration, mais ils doivent prendre leur destin en main. Cette opération doit leur faciliter les choses, surtout après que nous nous soyons débarrassés de personnes comme Khamenei, qui n'était même pas un chef d'État, mais plutôt le leader d'une organisation terroriste ayant pris un pays en otage. Alors vous avez mentionné Lech Walesa, Nelson Mandela. Un autre scénario est possible, c'est celui du Venezuela. Nicolas Maduro a été renversé, emprisonné, certes, pas tué, et la vice-présidence Delcy Rodriguez a pris le pouvoir à sa place. Est-ce un scénario qu'Israël pourrait accepter? Par exemple, Ali Khamenei remplacé par quelqu'un issu du même système, du même régime que vous combattez depuis des années. Je dirais ceci. Alors nous devrons nous contenter de l'élimination du programme nucléaire et du programme de missiles balistiques. Rien ne pourrait être pire que ce que nous avons connu jusqu'ici. Khamenei était un dirigeant de la terreur, quelqu'un qui oppressait son peuple et qui était le principal exportateur de terrorisme dans le monde. Donc cela ne peut pas être pire. J'espère pour le peuple iranien, pour la région et pour le monde qu'ils trouveront mieux qu'un simple successeur de Khamenei, issu du même régime. Mais n'importe quel scénario sera toujours mieux que ce que nous avons eu jusqu'à présent. Est-ce que vous pensez que le président Trump restera constant dans son engagement? Rappelons qu'il a été élu sur la base l'Amérique d'abord. Il a dit à plusieurs fois « Je ne ferai pas ce que nous avons fait en Irak, je ne ferai pas ce que nous avons fait en Afghanistan. Les guerres de changement de régime, ce n'est pas pour moi. » Pensez-vous qu'il va tenir bon ou qu'il va dire au bout d'un moment « Il y a trop de victimes, trop de conséquences, il faut arrêter et trouver une solution peut-être différente que celle qu'Israël souhaite » ? Comme tout Israélien, et je pense comme tout citoyen du monde, j'admire le courage, la détermination et la clairvoyance
dont le président a fait preuve en lançant cette opération. Cela rendra le monde plus sûr. Il a compris qu'un État iranien avec des capacités nucléaires est inacceptable. Il a compris que les Iraniens jouent la montre pour développer leurs capacités militaires, non seulement pour s'en servir contre Israël, mais aussi contre d'autres, même si Israël reste leur première cible. Imaginez si Ben Laden avait eu l'arme nucléaire le 11 septembre. Il l'aurait utilisée. Le président a compris cela. Tout le monde autour de lui ne partage pas nécessairement sa vision, mais c'est pour cela qu'il est président et qu'eux ne le sont pas. Lors de votre briefing avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, est-ce qu'il vous a dit que la menace iranienne était imminente? C'est ce qu'a dit Donald Trump. Parce qu'on sait que le programme nucléaire iranien a été quasiment détruit, annihilé lors de la guerre menée en juin dernier. Alors, est-ce que ce programme a repris ou est-ce qu'il y a de nouvelles capacités qui ont été développées, comme des missiles balistiques? Parce que ce n'est pas ce qui est dit en public. Oui, la menace était imminente. Et il faut se poser la question, pourquoi essayaient-ils à tout prix d'augmenter leurs capacités? Il restait environ 400 kilos d'uranium enrichi en Iran qu'ils tentaient de cacher. Certaines installations étaient encore capables de produire davantage d'uranium enrichi. Et nos services de renseignement ont vu qu'ils tentaient de reconstruire certaines installations que nous avions détruites en juin. Ils ont aussi fabriqué des missiles balistiques à un rythme inédit. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient s'en servir. Et ils l'ont dit ouvertement. Et non seulement ouvertement, mais à de multiples reprises. Et très franchement. On m'a demandé ces derniers jours si c'était une guerre de choix. Bien sûr que non. Sauf si le choix est d'attendre qu'ils nous tirent dessus avec des missiles balistiques ou une bombe atomique. Ce n'est pas un vrai choix. Nous devions agir avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons appris notre leçon le 7 octobre. Nous ne devons plus vivre dans la retenue, dans l'attente que nos ennemis attaquent. S'il y a une menace, nous devons agir pour la contrer. Vous avez mentionné les missiles. En juin dernier, des missiles ont touché Israël. 32 Israéliens sont morts. Alors cette fois aussi, les missiles frappent Israël, mais aussi, et c'est la différence avec la guerre du mois de juin, ces missiles frappent aussi les voisins de l'Iran, notamment les bases militaires américaines. L'Iran dit qu'il ne vise que ces bases militaires. Est-ce que vous pensez que cette guerre est en train de devenir un conflit régional? D'abord, vous avez raison. La différence entre Israël et l'Iran, c'est que nous essayons de frapper des cibles militaires, alors qu'eux frappent des civils. Je reviens de Beit Shemesh, où un missile a frappé une synagogue en tuant 9 personnes, dont 3 enfants d'une même famille. Où sont ceux qui parlaient des enfants de Gaza quand 3 enfants israéliens sont tués? Et pourquoi un tel silence? Concernant votre question, l'Iran a fait une erreur en ciblant l'Arabie saoudite, les Émirats, le Bahreïn, le Qatar et le Koweït. Ils pensaient que ces pays allaient faire pression sur les Américains pour arrêter la guerre. Et en fait, à la place, ils ont créé une coalition régionale contre l'Iran. Les Saoudiens, les Émiratis, ne vont pas rester silencieux alors que leur population civile est prise pour cible. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'un conflit régional, même si c'est ce que les Iraniens espéraient. C'est un conflit de toute la région contre l'Iran, parce que l'Iran est devenu un État voyou.
Mais ne pensez-vous pas que ces pays qui ont tout fait pour empêcher la guerre, on se souvient que le ministre roumain des Affaires étrangères, à quelques heures de la guerre, a dit qu'un accord était tout proche. Est-ce que vous ne pensez pas que ces pays vont revenir vers l'administration Trump pour leur dire « cela nous nuit économiquement, on est évidemment frappé militairement et cela crée des problèmes pour le marché du pétrole, le commerce mondial, et Trump, sachant que les élections de mi-mandat arrivent, se dit il faut arrêter cela. » Non, ce sont des nations fières. Elles comprennent très bien la géopolitique. Et elles savent que si elles cèdent à l'Iran aujourd'hui, elles seront otages pour toujours. Elles ont bien vu comment la marine américaine a traité ce qu'il restait de la marine iranienne. Elles savent que l'Iran ne peut pas bloquer le détroit d'Ormuz éternellement. Elles réagissent comme n'importe quel pays le ferait s'il était attaqué alors qu'ils n'ont pas été impliqués auparavant. C'est une attaque unilatérale de l'Iran sur des pays qui n'y ont rien fait. Et donc, ils ont créé une coalition pour dire « ça suffit ». Et d'après ce que j'ai vu, les dirigeants de l'Arabie Saoudite, des Émirats, du Bahreïn, etc., ont dit qu'ils n'allaient pas tolérer cela. Et ils ont raison. Je veux évoquer le Liban voisin. Après quelques jours d'attente, le Hezbollah s'est impliqué en frappant Israël. Israël réplique. Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a déclaré vouloir imposer une interdiction immédiate de toutes les activités sécuritaires et militaires du Hezbollah, jugé, je le cite, illégal. Est-ce pour vous un simple discours ou un véritable changement? La question est de savoir s'il peut mettre en œuvre ce qu'il affirme. Bien sûr que sa déclaration va dans le bon sens. Le Hezbollah entraîne tout le Liban vers le gouffre. S'ils continuent ce qu'ils ont commencé hier, les conséquences pour le pays seront catastrophiques. Israël ne tolère plus les menaces. Quiconque attaque des civils israéliens ou des villes israéliennes paiera un prix très lourd. Et donc le président libanais a raison en disant au Hezbollah « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous allez nous faire couler juste à cause d'une promesse que vous avez faite à l'Iran. Ce n'est pas notre guerre et je ne veux pas que le Liban soit impliqué. Et s'ils sont malins, ils écouteront. Et s'ils ne sont pas malins, alors nous contre-attaquerons. » Dernière question, des élections sont prévues bientôt en Israël. Pensez-vous que Benjamin Netanyahou pourra faire campagne en disant « J'ai éliminé le Hamas, j'ai éliminé le Hezbollah, j'ai éliminé le leader suprême iranien », est-ce que cela va lui suffire pour être réélu? Non, je ne veux pas faire de politique en ce moment. Israël est attaqué. Il y aura un temps pour la politique et je pense que nous gagnerons. Les sondages le montrent. Mais les élections traitent du futur, pas du passé. Et l'avenir du pays repose sur nous, pas sur Netanyahou. Mais tout cela attendra la fin de la guerre. Aujourd'hui, nous sommes unis face à un ennemi commun. Yair Lapid, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir suivi cette émission sur nos antennes.